J'ai failli m'étouffer quand ma sœur a dit un jour à ma nièce, « Cette maison sera à toi. » Et ma mère s'est tournée vers moi, avec un sourire jusqu'aux oreilles, comme si tout était déjà décidé. Alors, j'ai répondu, « Depuis quand avez-vous votre mot à dire sur ma maison ? Laissez-moi vous raconter comment tout a commencé. Quand j'avais 26 ans, je suis tombé par hasard sur l'annonce d'un chalet au bord d'un lac. Et honnêtement, le mot « chalet » était très généreux. Le toit était recouvert d'une bâche, un côté de la terrasse s'était effondré, et l'ancien propriétaire était décédé, laissant des enfants qui ne voulaient absolument rien avoir à faire avec cet endroit. Ils voulaient juste s'en débarrasser. Alors, ils l'ont mis en vente pour la somme dérisoire de 83 000 €. Cela faisait 3 ans que je dirigeais ma propre entreprise d'électricité. J'avais économisé comme un fou. Et j'ai vu le potentiel, le rêve que cet endroit pouvait devenir. Je l'ai acheté content, sans l'aide de personne. Et pendant les 4 années qui ont suivi, chaque week-end, chaque jour férié, et chaque jour de congé, j'y ai mis toute mon âme. J'ai posé un nouveau toit, j'ai reconstruit la terrasse, et j'ai refait toute l'installation électrique moi-même. Mon oncle Pet, que Dieu le bénisse, m'a aidé à refaire la plomberie. J'ai poncé les parquets à la main, et j'ai construit un foyer en pierre au bord de l'eau. Au moment où j'ai terminé, cet endroit, mon sanctuaire, a été estimé à 340 000 €. Ce n'était pas juste une maison. C'était la preuve de ce que je pouvais bâtir, de ce que je pouvais accomplir. Je m'appelle Jack. J'ai 33 ans aujourd'hui. Je suis électricien, et je possède toujours ma petite entreprise, qui me donne assez de travail pour me sentir utile, et m'épuise juste assez pour dormir d'un sommeil de plomb. Je partage ma vie avec Meg, ma petite amie incroyable depuis 2 ans, qui est, sans exagération, la personne la plus raisonnable que j'ai jamais rencontrée. Et puis, il y a ma famille. Mon père est parti quand j'avais 12 ans, il s'est volatilisé un beau matin. Ma mère, Linda, nous a élevés seuls, ma sœur aînée Courtney et moi, et elle ne nous a jamais laissé l'oublier. Elle n'est pas une sorte de méchante de dessin animé qui hurle tout le temps. Elle est bien plus insidieuse que ça. Avec elle, tout est enrobé de culpabilité, et présenté sous le couvert de la loyauté familiale. Si elle veut quelque chose, elle ne l'exige pas. Elle sous-entend que refuser ferait de vous un ingrat, face à ces sacrifices interminables. Ma sœur Courtney, de 4 ans mon aînée, a toujours été l'enfant prodige. Elle a épousé Todd, un vendeur d'assurance qui a la personnalité d'une poignée de main molle. Ils ont 2 enfants. Leur aînée, Olivia, à 14 ans, c'est vraiment une bonne gamine, qui n'a absolument rien à voir avec toute cette pagaille. Je veux être parfaitement clair là-dessus. Dès l'instant où j'ai terminé de rénover la maison du lac, ma famille a décidé que c'était devenu un bien commun. Ma mère a commencé à raconter aux gens qu'elle m'avait aidé à l'acheter, ce qui était un mensonge éhonté. Courtney s'est mise à y réserver des week-ends sans me le demander, débarquant avec Todd et les enfants, et laissant l'endroit dans un état lamentable. Ma mère, dans son immense générosité, distribuait le code d'accès à des cousins, ou même à des amis de l'église. J'arrivais le vendredi soir, seulement pour trouver la vaisselle de parfaits inconnus dans mon évier. J'ai mis un terme à presque tout cela il y a environ 2 ans. J'ai changé les serrures, j'ai fixé des limites strictes, et j'ai dit à ma mère que c'était ma maison, et que les visites devaient être planifiées avec moi. Elle a pleuré. Courtney m'a traité d'égoïste. Todd m'a envoyé un texto moralisateur, m'expliquant avec arrogance comment les propriétés familiales devaient être traitées avec générosité. J'ai tout ignoré. Ou du moins, c'est ce que je croyais. À Noël dernier, nous nous sommes tous réunis chez ma mère. Moi, Courtney, Todd, les enfants, l'oncle Pet, et quelques cousins. Maman organise un grand dîner chaque année. C'est le genre d'événement où dire non crée bien plus de drame que de simplement s'y présenter. Alors, nous y sommes allés. Le repas s'est bien passé. La dinde était sèche, ce qui est devenu une tradition à ce stade. L'oncle Pet a raconté sa sempiternelle histoire sur la fois où il a accidentellement soudé une conduite d'eau à un raccord de gaz, en 87. Les enfants étaient scotchés à leur tablette. Des trucs de famille normaux, en somme. Puis, juste au moment où le dessert allait être servi, Courtney s'est levée. Elle arborait cette expression particulière. Vous savez, celle que les gens ont quand ils ont répété leur discours devant le miroir de la salle de bain. Elle a passé son bras autour des épaules d'Olivia, qui était assise à côté d'elle, et a déclaré « Je voudrais juste faire une petite annonce ». Elle m'a regardé droit dans les yeux.
Nous avons discuté en famille, et nous avons décidé que le moment venu, la maison du lac restera dans la famille. Olivia aura un endroit magnifique où passer son enfance, et plus tard, elle pourra l'appeler sa maison. Elle a souri à Olivia, comme si elle lui remettait un diplôme. Mon regard a fusé vers ma mère. Elle hochait la tête, nullement surprise. Elle a ajouté, c'est la moindre des choses. Cette maison doit rester dans la famille. Jake, tu as fait un travail formidable avec, et de cette façon, elle continuera de vivre. Tout le monde à table s'est tourné vers moi. Courtney rayonnait. Todd affichait ce petit demi-sourire suffisant, littéralement collé sur son visage. Même quelques cousins hochaient la tête, comme si on vivait un moment réconfortant. Et moi, je suis resté là, assis, parce que voici ce que personne à cette table ne savait. 2 mois avant ce dîner, en octobre, l'oncle Pet m'avait appelé pour me poser une question étrange. Il m'a demandé si j'avais récemment ajouté ma mère à mon assurance habitation. Je lui ai répondu, non, évidemment que non. Pourquoi je ferais ça? Il m'a expliqué qu'un de ses amis, qui travaillait dans la même compagnie d'assurance, avait mentionné avoir vu le nom de Linda apparaître sur mon compte. Pet ne connaissait pas les détails. Il trouvait juste ça bizarre, et s'était dit qu'il valait mieux me poser la question. J'ai passé un appel le lendemain matin, et ce que j'ai découvert a tout changé. Mais j'anticipe. De retour à la table de Noël, tout le monde me dévisageait encore, attendant le sourire de gratitude, le hochement de tête ému, le discours du « bien sûr », tout pour la famille, qu'ils avaient déjà écrit dans leur tête. J'ai posé ma fourchette, j'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert une application. En moins de 5 minutes, tout le plan qu'ils avaient secrètement élaboré dans mon dos a commencé à s'effondrer. Mais d'abord, vous devez comprendre ce que j'ai découvert en octobre, parce que c'est là que la véritable trahison a commencé. Laissez-moi vous ramener au mois d'octobre. Après l'appel de l'oncle Pet, j'ai contacté ma compagnie d'assurance à la première heure le lundi matin. Je leur ai dit que je voulais vérifier mon contrat pour la maison du lac, plus spécifiquement toute modification récente. La femme au bout du fil a affiché mon dossier, m'a demandé de confirmer quelques informations, puis a dit très naturellement, il semble que votre conjointe a été ajoutée comme assurée désignée en août dernier. J'ai marqué une pause. Je n'ai pas de conjointe, ai-je répondu, en essayant de garder une voix posée. Silence à l'autre bout de la ligne pendant environ 3 secondes. Ensuite, elle m'a lu le nom, Linda Brennan, ma mère. Elle avait appelé la compagnie d'assurance, s'était fait passer pour ma femme, avait fourni suffisamment d'informations personnelles pour franchir leurs étapes de vérification, et s'était fait ajouter à mon contrat. La représentante m'a indiqué qu'ils allaient enquêter, et que je devrais probablement parler à leur service des fraudes. J'ai répondu que je le ferais. Puis, j'ai raccroché. Je suis resté assis dans mon camion, sur le parking d'un chantier, pendant au moins 20 minutes, à fixer le volant. Ma première réaction n'a pas été la colère. C'était la confusion. Non pas parce que je ne la croyais pas capable de le faire, au fond de moi, je pense que j'ai toujours su que ma mère pouvait commettre ce genre de choses. J'étais confus de comprendre le « pourquoi ». Quel était le but de la manœuvre? S'ajouter à la police d'assurance de quelqu'un ne vous donne aucun droit de propriété. Cela ne transfère pas l'acte de vente. Alors, qu'essayait-elle vraiment d'accomplir? Je ne l'ai pas confrontée. C'est un détail important. Chaque fibre de mon être me hurlait de prendre le téléphone et de crier « À quoi tu joues, bon sang ?» Mais je ne l'ai pas fait. Avec les années, j'ai appris que lorsque vous confrontez des personnes comme ma mère trop tôt, elles se contentent d'ajuster leurs mensonges. Elles effacent leurs traces. Elles pleurent, et elles déforment tellement la situation que, soudainement, c'est vous qui devez vous excuser. Alors, à la place, j'ai commencé à tirer sur les fils. Le premier vrai fil est apparu environ une semaine plus tard. Je triais des papiers dans mon bureau, des contrats, des reçus, des documents d'assurance. C'est là que j'ai trouvé quelque chose, dans ma boîte aux lettres à la maison du lac, que j'avais failli jeter. C'était une lettre provenant du bureau d'un assistant juridique, adressée à la résidence de la famille Brennan. À l'intérieur, il y avait la copie d'un document intitulé Mémorandum d'accord verbal. C'est ici que ça devient vraiment intéressant. Le document prétendait qu'en 2019, Linda Brennan m'avait prêté 40 000 € pour l'achat de la propriété, et qu'en échange, j'avais verbalement accepté de lui accorder une part de la maison. C'était daté, notarié, et ça avait l'air juste assez officiel pour tromper quelqu'un qui n'y connaîtrait rien.
Il y avait cependant un problème. Enfin, plusieurs problèmes, mais voici le plus gros, ma mère m'avait effectivement prêté 40 000 € en 2019, mais cela n'avait absolument rien à voir avec le chalet. Je possédais déjà la maison depuis 3 ans à ce moment-là. Le prêt était destiné à l'achat d'un nouveau camion de travail, après que la transmission de l'ancien a lâché, et je lui avais remboursé le moindre centime sur 18 mois. J'avais les chèques annulés pour le prouver. Quelqu'un avait pris une vraie transaction, en avait modifié le but, et l'avait transformé en une réclamation légale fabriquée de toutes pièces contre ma propriété. J'ai appelé une avocate spécialisée en droit immobilier dès le lendemain. Pas un ami de la famille, ni quelqu'un lié à des gens que je connaissais. C'était une femme nommée Karen Adler, dont le cabinet se trouvait à 2 villes de là, et qui m'avait été chaudement recommandée par un ami entrepreneur. Je me suis assis dans son bureau, je lui ai montré le document, je lui ai raconté la vraie histoire, et j'ai regardé son expression passer d'un intérêt professionnel à quelque chose qui ressemblait presque à de l'incrédulité silencieuse. Elle m'a dit, ce n'est pas un acte juridiquement contraignant, mais si votre mère devait déposer cela devant un tribunal, ou le présenter lors d'un litige, cela pourrait créer un nuage sur votre titre de propriété, que vous devriez dépenser du temps et de l'argent pour dissiper. C'était, a-t-elle conclu, très probablement le but de toute l'opération. Je lui ai demandé, qui aurait pu rédiger un truc pareil? Elle a répondu que ça ressemblait au travail d'un assistant juridique, pas d'un avocat diplômé. Quelqu'un qui en savait juste assez pour rendre le document crédible, mais pas assez pour qu'il tienne réellement la route devant un juge. Ce soir-là, j'ai tout raconté à Meg. Nous étions assis sur le canapé de mon appartement, et j'ai tout déballé. L'assurance, le faux document, le prêt, absolument tout. Meg m'a écouté sans m'interrompre, ce qui est l'une des choses que j'aime le plus chez elle. Quand j'ai terminé, elle m'a regardé et a dit, « Ta mère ne fait pas ça toute seule. Elle ne sait pas comment fonctionnent les compagnies d'assurance, et elle ne connaît aucun assistant juridique. » Elle avait raison. Et j'avais une assez bonne idée de la personne qui l'aidait, Todd, mon beau-frère, l'expert en assurance. C'était tout à fait logique. Todd saurait parfaitement comment naviguer dans le système téléphonique d'une assurance, quelles informations fournir, à quelles questions s'attendre, et comment ajouter quelqu'un sur un contrat. De plus, le cousin de Todd, que j'avais croisé une fois lors d'un barbecue, travaillait comme assistant juridique dans un petit cabinet en centre-ville. Maintenant, j'avais le tableau complet. Ma mère, ma sœur, et mon beau-frère avaient travaillé ensemble, pour créer une trace écrite qui donnerait à ma mère un droit légal sur ma maison. Le contrat d'assurance, le faux accord, et probablement d'autres choses que je n'avais pas encore trouvées. Tout cela les préparait pour le grand jour, le moment où ils pourraient se tourner vers moi et dire, cette maison appartient à la famille, et nous avons les documents pour le prouver. Maintenant, laissez-moi vous ramener à ce fameux dîner de Noël. Je suis assis à table. Courtney vient d'annoncer qu'Olivia hériterait de ma maison. Ma mère a confirmé l'information avec un hochement de tête solennel. Tout le monde me fixe, et je suis au courant de toutes leurs manigances depuis 2 mois. Ce que j'ai fait ensuite a été très simple. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application de mes caméras de sécurité, et j'ai changé absolument tous les codes d'accès de la maison du lac. La porte d'entrée, la porte latérale, le garage, le portail menant au ponton, tout. De nouveaux codes générés aléatoirement, enregistrés uniquement sur mon téléphone. Ça m'a pris environ 4 minutes. Ensuite, j'ai levé les yeux. La pièce était toujours silencieuse, dans l'attente. J'ai dit, personne ne va hériter de ma maison. La table est devenue d'un calme de mort. Pas le genre de silence où les gens réfléchissent, mais celui où les gens arrêtent de respirer. Le sourire de Courtney est resté figé sur son visage environ 2 secondes de trop. Puis, il est retombé. Elle a dit, « Jake, on en a discuté. » J'ai répondu, « Non. Tu en as discuté avec maman et Todd, sans moi. » Et la réponse est non. Ma mère s'est penchée en avant. Elle a pris cette voix. Vous savez, cette voix tremblante et blessée qu'elle utilise quand elle veut que tout le monde dans la pièce la voie comme la victime. Elle a dit, « Jake, après tout ce que j'ai fait pour toi, après l'argent que je t'ai donné pour cette maison, tu vas rester assis là et manquer de respect à cette famille. » Je l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai demandé, « Quel argent m'as-tu donné pour la maison, maman ?» Elle a cligné des yeux, juste une fois, mais je l'ai vu. Ce bref instant de panique de quelqu'un qui réalise qu'il vient peut-être de faire une erreur. Elle a dit, « Les 40 000 €, Jake. Tu sais exactement de quoi je parle. »
J'ai rétorqué, les 40 000 € que tu m'as prêtés en 2019 pour mon camion de travail. Les 40 000 € que je t'ai remboursés en totalité en 2021. C'est de ces 40 000 € que tu parles. Personne n'a dit un mot. Todd s'est remué sur sa chaise. Courtney a regardé ma mère. Ma mère a baissé les yeux vers la nappe. Je me suis levé, j'ai posé ma main sur l'épaule de Meg, et j'ai dit, « Joyeux Noël, tout le monde ». Nous sommes partis. Dans la voiture, Meg n'a pas dit un mot pendant environ 5 minutes. Puis, elle m'a regardé et a dit, « Tu gardais ça pour toi depuis 2 mois ». J'ai répondu, « J'avais besoin de connaître toute l'histoire d'abord ». Elle a hoché la tête. Puis, elle m'a demandé, « Et alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant ?» Je lui ai dit, « Maintenant, ils paniquent. Et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. » Je ne m'étais pas trompé sur ce point. Les appels ont commencé le soir même où nous avons quitté le dîner. D'abord, ce fut Courtney. 3 appels d'affilée. Tous rejetés. Ensuite, un texto qui disait, « Tu m'as humilié devant toute la famille. Il faut qu'on parle. » Puis, un autre texto, 20 minutes plus tard, maman pleure. Tu es content? Ensuite, ma mère a appelé. J'ai laissé sonner jusqu'au répondeur. Son message durait environ 90 secondes, et consistait principalement à dire qu'elle n'arrivait pas à croire que je puisse rejeter sa générosité à la figure, et qu'elle espérait que j'étais fier de moi. Du Linda tout craché. Pas un seul mot sur le faux document, ni sur le contrat d'assurance. Juste une grande performance théâtrale. Todd n'a pas appelé directement. Todd n'appelle jamais directement. Il agit à travers Courtney, comme un ventriloque. Je n'ai répondu à rien de tout ça. Ni ce soir-là, ni le lendemain, ni de toute la semaine. J'ai tout simplement fait le mort. Meg et moi sommes montés au chalet le lendemain de Noël. Nous nous sommes assis sur la terrasse avec un café, et nous avons regardé la glace se former le long du rivage. C'était la période de fête la plus calme que j'avais eue depuis des années. Mais en coulisses, j'étais très occupé. La première chose que j'ai faite après Noël a été de rencontrer à nouveau Karen Adler, mon avocate. J'ai tout apporté. Le mémorandum falsifié, les impressions de la compagnie d'assurance montrant quand ma mère avait été ajoutée au contrat, mes chèques annulés prouvant le remboursement du prêt, mes relevés bancaires, et les textos originaux échangés entre ma mère et moi en 2019, où elle disait explicitement « C'est pour le camion. Rembourse-moi quand tu pourras. » Je n'avais jamais supprimé ces messages, Dieu merci. Karen a tout regardé et a déclaré « Voici ce que je vous recommande. Premièrement, nous faisons une recherche complète des titres sur votre propriété, pour confirmer qu'il n'y a pas de privilège ou de dépôt que vous ignorez. Deuxièmement, nous obtenons une déclaration sous serment de votre part, documentant la véritable nature du prêt et de son remboursement. Troisièmement, nous contactons le service des fraudes de la compagnie d'assurance, et nous déposons une plainte officielle. J'ai demandé ce qu'il en était du faux document. Elle a répondu, si votre mère, ou quiconque agissant en son nom, tente de déposer cela devant un tribunal, cela devient une fraude. Pour l'instant, ça dort dans un tiroir. Ce n'est enregistré nulle part, mais à la minute où cela fait surface dans une procédure légale, nous pourrons l'utiliser contre eux. Nous avons lancé toutes ces démarches la semaine même. La recherche de titres est revenue vierge, personne n'avait encore déposé quoi que ce soit contre ma propriété. C'était un soulagement, mais Karen m'a dit que cela signifiait aussi qu'ils attendaient probablement, construisant leur dossier pièce par pièce, prévoyant de tout présenter d'un coup quand ils jugeraient le moment opportun. L'annonce du dîner de Noël était censée être la première étape, m'amener à accepter publiquement devant des témoins, me piéger émotionnellement, puis sortir la paperasse plus tard si j'essayais de reculer. Ça aurait marché sur beaucoup de gens. Ça a d'ailleurs failli marcher sur moi il y a 2 ans, avant que je ne change les serrures. À l'époque, j'aurais peut-être hoché la tête juste pour avoir la paix. Mais je ne suis plus cette version de moi-même aujourd'hui. En janvier, j'ai fait une chose qui semblait anodine, mais qui s'est avérée être le mouvement le plus important que j'ai fait. J'ai appelé ma mère. Non pas pour la confronter, non pas pour me disputer. J'ai appelé pour avoir une conversation tout à fait normale. Je lui ai demandé comment elle allait après les fêtes. J'ai pris des nouvelles de son genou, qui la faisait souffrir. J'ai gardé un ton léger, chaleureux, et familier. Et environ 15 minutes après le début de l'appel,
j'ai abordé avec désinvolture l'histoire du vieux prêt pour le camion. J'ai dit, et maman, je faisais mes impôts, et je voulais juste confirmer, ces 40 000 € que tu m'as prêtés en 2019 pour le camion, j'ai bien payé la dernière mensualité en mars 2021, n'est-ce pas? Sans hésiter une seconde, elle a répondu, oui, ça me semble correct. Mars ou avril? J'ai ajouté, et c'était uniquement pour le camion, n'est-ce pas? Je veux m'assurer de ne pas confondre mes dossiers. Elle a répliqué, bien sûr que c'était pour le camion, Jack. Pourquoi d'autre est-ce que ça aurait pu être? Mon état est un état où le consentement d'une seule partie est suffisant pour les enregistrements. J'ai enregistré toute la conversation. Elle a confirmé, avec ses propres mots, que le prêt était pour le camion, et qu'il avait été remboursé. Le mémorandum fabriqué affirmant que le prêt était pour la maison était maintenant contredit par la personne même qui était censée l'avoir rédigé. J'ai sauvegardé l'enregistrement à 3 endroits, mon téléphone, mon ordinateur portable, et une clé USB que j'ai confiée à l'oncle Pet pour la garder en lieu sûr. Pet n'a posé aucune question. Il l'a simplement mise dans son coffre-fort pour arme à feu, et a dit, fais-moi signe quand tu en auras besoin. C'est en février que les choses sont devenues vraiment bizarres. Courtney et Todd ont commencé à se présenter à la maison du lac, et pas pour me rendre visite. Je le sais parce que j'ai des caméras. Ils sont arrivés un samedi après-midi, accompagnés d'un homme que je ne reconnaissais pas. Un grand type, en pantalon kaki, avec un porte-bloc. Il a fait le tour de la maison, a pris des mesures, et a regardé par les fenêtres, pendant que Courtney restait près de la voiture, tout sourire. J'ai appelé Courtney ce soir-là. Salut Cour, j'ai remarqué que tu es passé au chalet aujourd'hui. Elle a fait une pause, puis a dit, oh, oui. Nous étions juste de passage dans la région, et on voulait montrer la propriété à un ami. Le gars avec le porte-bloc. Une autre pause, plus longue cette fois. C'est un entrepreneur. Nous réfléchissions à ce dont la maison pourrait avoir besoin plus tard, pour Olivia. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air pendant une seconde. Puis, j'ai dit, Courtney, on en a déjà parlé. La maison n'ira pas à Olivia. C'est ma maison. Elle a ri. Pas un vrai rire. Le genre de rire que les gens utilisent pour vous faire sentir que vous êtes ridicule. Jack, maman a des papiers. Je pense que tu le sais. Nous n'avons pas besoin de rendre ça conflictuel. Et voilà. Elle venait de confirmer qu'elle était au courant pour le faux document, et qu'ils avaient bien l'intention de s'en servir. J'ai répondu, d'accord. Si c'est la direction que vous voulez prendre, je respecte cela, mais je te suggère de parler à un vrai avocat avant de faire quoi que ce soit avec cette paperasse. Elle m'a raccroché au nez. En mars, Karen a envoyé une lettre de mise en demeure. Pas à Courtney, mais à ma mère. La lettre stipulait que toute réclamation sur ma propriété, basée sur le prétendu mémorandum d'accord verbal, était sans fondement juridique. Elle soulignait que le prêt mentionné dans le document avait été intégralement remboursé, et qu'il concernait l'achat d'un véhicule, non de la propriété. Elle précisait également que toute tentative de dépôt du mémorandum auprès d'un tribunal ou d'un bureau d'enregistrement serait traitée comme une fraude. Et elle mentionnait, presque au passage, que l'ajout non autorisé de Linda Brennan à mon assurance habitation avait été signalé au service des fraudes de la compagnie, et faisait l'objet d'un examen actif. La lettre a été envoyée par courrier recommandé. Ma mère a signé l'accusé de réception un mardi. Le mercredi matin, j'avais 14 appels en absence, ma mère, Courtney, Todd, encore ma mère, et un numéro inconnu, qui s'est avéré être le cousin de Todd, l'assistant juridique, m'appelant pour demander si je voulais vraiment impliquer des avocats dans une affaire de famille. Je n'ai répondu à aucun d'entre eux. Le jeudi, Todd a appelé depuis son propre téléphone, pour la première fois depuis des années. Sa voix était différente, contrôlée, professionnelle. Il a dit, « Jack, je pense qu'il y a un malentendu. Ta mère t'aime. Courtney t'aime. Personne n'essaie de te prendre quoi que ce soit. Nous voulons juste nous asseoir en famille et régler ça. » J'ai répondu, « Je serais ravi de m'asseoir avec vous, au bureau de mon avocate, la semaine prochaine. » Il a dit qu'il en parlerait à Courtney et qu'il me rappellerait. Ce vendredi soir-là, Meg et moi préparions le dîner au chalet. Mon téléphone a vibré, c'était un texto de Courtney. Il disait, « Très bien, nous rencontrerons ton avocate, mais ça va détruire maman. J'espère que tu en es conscient. » Je l'ai montré à Meg. Elle l'a lu,
m'a rendu le téléphone, et a dit, elle ne s'inquiète pas pour ta mère. Elle s'inquiète pour elle-même. Pendant ce temps, il se passait quelque chose à la compagnie d'assurance, dont aucun d'eux n'était encore au courant. L'enquête pour fraude avait été ouverte, et un enquêteur avait déjà récupéré les relevés téléphoniques du mois d'août. Quand ma mère avait appelé pour s'ajouter à mon contrat, ils avaient l'enregistrement de l'appel. Ils pouvaient l'entendre s'identifier comme ma conjointe. Ils pouvaient l'entendre fournir mon numéro de sécurité sociale, qu'elle avait apparemment mémorisé depuis l'époque où elle remplissait mes déclarations d'impôts quand j'étais adolescent. L'enquêteur m'a contacté pour une déclaration. Je lui en ai fourni une. Il m'a demandé si je souhaitais porter plainte. J'ai répondu, pas encore. Je veux voir comment se déroule la réunion de famille d'abord. Il a compris et a dit, nous garderons le dossier ouvert. Et juste comme ça, chaque pièce était en place. L'appel téléphonique enregistré, les chèques annulés, les SMS, la recherche de titres, la mise en demeure, l'enquête pour fraude à l'assurance, mon avocate. Tout ce qu'ils avaient de leur côté, c'était un faux document, un sentiment de tout permis, et une réunion dont ils pensaient pouvoir se tirer par de beaux discours. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. La réunion était fixée au mercredi suivant, au cabinet de Karen Adler, à 10h du matin, dans une salle de conférence au premier étage d'un petit bâtiment en briques, au centre-ville. Karen m'avait demandé d'arriver à 9h30 pour tout revoir une dernière fois. Je suis arrivé à 9h15. Karen avait tout organisé dans un classeur. Des intercalaires pour chaque élément de preuve, le mémorandum fabriqué, mes chèques annulés, les relevés bancaires, les textos de 2019, la transcription de l'appel téléphonique enregistré, la mise en demeure, le rapport de fraude à l'assurance. Elle avait même imprimé des captures d'écran de mes caméras de sécurité, montrant Courtney et Todd amenant l'entrepreneur sur ma propriété sans ma permission. Elle m'a regardé et a dit, s'ils entrent ici avec un avocat à peu près compétent, cet avocat va leur dire de jeter l'éponge. S'ils viennent sans avocat, ils vont essayer de rendre la chose émotionnelle. Ne les laissez pas faire. J'ai hoché la tête. À 10h05, ils sont entrés. Tous les trois. Ma mère, Courtney, et Todd. Sans avocat. Ma mère était habillée comme pour aller à l'église. Joli chemisier, bien coiffé, maquillage impeccable. Elle avait l'air d'avoir pratiqué dans la voiture son visage de mère inquiète mais digne. Courtney portait une tenue, business casual, qui, je le soupçonne, était censée lui donner l'air d'être à sa place dans un cabinet d'avocat. Todd portait un costume qui tombait mal au niveau des épaules. Ils se sont assis de l'autre côté de la table de conférence, face à Karen et moi. Personne n'a dit un mot pendant quelques secondes. Puis, ma mère m'a regardé avec ses yeux doux, ceux qu'elle utilisait quand elle voulait qu'on se souvienne qu'elle m'avait élevé seule, qu'elle faisait des gardes doubles à l'hôpital, qu'elle avait sacrifié sa jeunesse pour m'offrir une enfance. Elle a murmuré, « Jake, mon chéri, s'il te plaît, est-ce qu'on peut juste parler de ça comme une vraie famille ?» Karen a pris la parole en premier. Avec professionnalisme et calme. Elle a dit, « Madame Brennan, merci d'être venue. Je suis Karen Adler. Je représente Jake pour toutes les questions relatives à sa propriété au bord du lac. Je veux m'assurer que nous comprenons tous clairement la situation avant d'entamer la moindre discussion. » Elle a ouvert le classeur. En août de l'année dernière, quelqu'un a contacté la compagnie d'assurance habitation de Jake, s'est identifié comme sa conjointe, et a ajouté votre nom à son contrat. Jake n'a jamais autorisé cela. La compagnie d'assurance a ouvert une enquête pour fraude. Le visage de ma mère n'a pas bronché, mais ses mains, qui étaient croisées sur la table, se sont crispées. Karen a poursuivi, en octobre, Jake a reçu un document intitulé « Mémorandum d'accord verbal », qui prétend que vous lui avez prêté 40 000 € en 2019, pour l'achat de la propriété au bord du lac. Ce document est inexact. Elle a sorti les chèques annulés et les relevés bancaires. Jake a reçu un prêt de 40 000 € en 2019 pour l'achat d'un véhicule de travail. Le prêt a été intégralement remboursé en mars 2021. Voici les registres. Elle a sorti les impressions des SMS. Ce sont des messages textes échangés entre Jake et Madame Brennan en 2019, dans lesquels le prêt est explicitement décrit comme étant pour le camion de Jake. Elle a ensuite sorti la transcription. Et ceci est la transcription d'un appel téléphonique enregistré en janvier de cette année, dans lequel Madame Brennan confirme, avec ses propres mots, que le prêt était pour le camion, et qu'il avait été entièrement remboursé.
Un silence glacial a envahi la pièce. Ma mère regardait la table, elle ne me regardait pas moi, et elle ne regardait pas Karen. De son côté, Courtney fixait ma mère. Son expression était passée d'un air confiant à quelque chose que je ne peux décrire que comme un recalcul, comme si elle faisait des mathématiques dans sa tête, et que les chiffres ne s'additionnaient pas comme prévu. Todd, lui, fixait le classeur de Karen comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. Karen a laissé le silence peser un instant. Puis, elle a repris, « Je veux être très clair. Le mémorandum falsifié, s'il était présenté dans le cadre d'une procédure judiciaire, constituerait une fraude. La manipulation du contrat d'assurance fait déjà l'objet d'une enquête et pourrait entraîner des poursuites pénales. Jake a été patient et mesuré tout au long de ce processus, mais ce cabinet est prêt à utiliser tous les recours légaux disponibles si nécessaire. » Puis elle a arrêté de parler, et elle m'a regardé. C'était mon signal. Je me suis penché en avant. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'en avais pas besoin. J'ai dit, « Maman, je suis au courant pour le document. Je sais que le cousin de Todd a aidé à le rédiger. Je sais que Todd t'a guidé pour passer l'appel à l'assurance. Je sais que Courtney a amené un entrepreneur chez moi. Pour commencer à planifier des rénovations sur une propriété qui n'appartient à aucun de vous. » Todd a ouvert la bouche. J'ai levé la main. Pas de façon agressive, juste assez pour l'arrêter. Je n'ai pas fini. Il s'est tu. J'ai repris, j'ai construit cette maison de mes propres mains. Je l'ai payée avec mon propre argent. Je ne dois absolument rien à aucun de vous pour cela. Et le fait que vous ayez agi dans mon dos pour créer de faux documents, et commettre une fraude à l'assurance pour essayer de me la voler. C'est quelque chose que j'essaie encore d'assimiler honnêtement. J'ai regardé ma mère. Des larmes coulaient sur son visage. Des larmes silencieuses, pas les larmes théâtrales qu'elle déployait d'habitude. Celles-ci étaient vraies. Je pouvais le voir parce qu'elle ne regardait personne pour s'assurer qu'on les remarquait. J'ai poursuivi, « Je ne veux pas porter plainte. Je ne veux pas aller au tribunal. Mais j'ai besoin de quelque chose de ta part, et ce n'est pas négociable. » Karen a fait glisser un unique document sur la table. C'était une déclaration écrite, préparée par son cabinet, stipulant que Linda Brennan n'avait aucun droit de propriété, aucune revendication légale, aucune réclamation financière, ou réclamation de quelque nature que ce soit sur ma propriété au bord du lac. Le document reconnaissait que le prêt de 2019 était pour un véhicule, et avait été remboursé en totalité. Il reconnaissait aussi que le « mémorandum d'accord verbal » était inexact et invalide. Karen a expliqué, « Si Madame Brennan signe ce document aujourd'hui, Jake accepte de ne pas engager de poursuites pénales liées à la fraude à l'assurance. Il ne déposera pas non plus de plainte contre l'assistant juridique qui a rédigé le faux mémorandum. » Ma mère a fixé le document. Elle ne l'a pas pris. Courtney, qui était restée silencieuse tout ce temps, a finalement pris la parole. Elle ne m'a pas regardé. Elle a regardé ma mère, et ce qu'elle a dit m'a surpris, « Tu m'avais dit que tu avais un vrai accord avec lui. » Ma mère n'a pas répondu. « Maman, tu m'as dit qu'il y avait un vrai document. Tu as dit que Jake te l'avait promis. » Ma mère ne répondait toujours pas. Ses mains tremblaient légèrement. Courtney s'est levée. Sa chaise a raclé le sol. Elle a regardé Todd, et quoi qu'elle ait vu sur son visage, le sien est devenu glacial. Elle a dit, « Tu savais. Vous saviez tous les deux que ce n'était pas vrai, et vous m'avez entraîné là-dedans. » Todd a balbutié, « Cours, c'est plus compliqué que ça. » « Ce n'est pas compliqué du tout, Todd, » a-t-elle tranché. Elle s'est tournée vers moi. Pour la première fois depuis peut-être 10 ans, ma sœur m'a regardé sans jouer de rôle. Pas d'expression répétée, pas d'arrière-pensée, juste une personne debout dans une pièce, réalisant qu'on s'était servi d'elle. Elle a dit, « Je ne savais pas que c'était un faux, Jake. Je la croyais. » En partie. Courtney est capable de beaucoup de choses, mais le regard sur son visage lorsqu'elle s'est retournée contre notre mère était trop brut pour être mis en scène. On lui avait raconté une histoire, et elle y avait cru, parce qu'il était plus facile d'y croire que de se poser des questions. Ma mère a finalement levé les yeux. Elle a dit, « Je voulais juste garder la famille unie. » J'ai répondu, « Non, maman. Tu voulais garder le contrôle. » Elle a tressailli. Elle a littéralement tressailli, comme si les mots avaient un poids physique. Personne n'a parlé pendant environ 10 secondes. Puis,
Karen a doucement tapoté le document et a dit, « Madame Brennan, je vous recommanderais de faire examiner ceci par votre propre avocat avant de signer, mais je vous recommanderais également de ne pas attendre trop longtemps. L'enquête de l'assurance suivra son propre calendrier. Peu importe ce qui se passe dans cette pièce. » Ma mère a pris le stylo que Karen avait posé à côté du document. Elle l'a signé. Pas de négociation, pas de contre-offre, pas de grand discours final sur le sacrifice et la loyauté familiale. Elle l'a simplement signé, a reposé le stylo, et a fixé le papier comme si elle regardait quelque chose mourir. Et puis, il s'est passé quelque chose auquel je n'étais pas préparé. Ni de la part de Karen, ni de Courtney ou de Todd, mais de la part de la compagnie d'assurance. Le téléphone de Karen a vibré pendant le silence. Elle y a jeté un coup d'œil, puis m'a regardé et a dit, « Jake, puis-je vous parler dans le couloir un instant ?» Nous sommes sortis. Elle m'a montré un email de l'enquêteur de l'assurance. Il avait été en copie de la mise en demeure que nous avions envoyée, et il nous écrivait pour nous informer que, sur la base de son enquête, la compagnie avait décidé de poursuivre l'affaire de manière indépendante. Ils déposaient leur propre plainte pour fraude contre Linda Brennan. Ce n'était pas un signalement pénal à la police, mais une plainte interne qui irait à leur service juridique corporatif, et qui pourrait potentiellement aboutir à une action civile pour dommages-intérêts, pénalités, et recouvrement des coûts. Karen m'a dit, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons arrêter. La compagnie d'assurance agit désormais pour son propre compte. Je me suis appuyé contre le mur et j'ai fermé les yeux. Le premier domino était tombé, et celui juste derrière commençait déjà à basculer. Les semaines qui ont suivi la réunion ont été chaotiques. Chaotiques de la même façon que la vraie vie l'est. Rien de spectaculaire, rien de digne d'un film, juste l'effondrement lent et inconfortable de choses qui avaient été maintenues ensemble par le silence et l'obligation depuis trop longtemps. Ma mère m'a appelé 3 jours après avoir signé le document. Elle n'a pas pleuré cette fois. Elle avait l'air épuisée. Elle a dit, « Jake, j'ai reçu une lettre de l'assurance. Ils disent que je leur dois peut-être de l'argent. Ils disent que j'ai commis une fraude. » J'ai répondu, « Tu as commis une fraude, maman. » Silence. Puis elle a murmuré, « Je ne voyais pas ça comme ça. » J'ai répliqué, « Je sais que tu ne le voyais pas comme ça. C'est bien ça le problème. » Elle m'a demandé si je pouvais appeler la compagnie d'assurance, et leur dire que c'était un malentendu. Je lui ai dit que je ne pouvais pas. Je lui ai expliqué que la compagnie gérait ça de manière indépendante, et qu'elle devait prendre son propre avocat. Un vrai avocat, pas le cousin assistant juridique de Todd. Elle a dit, « Je n'ai pas les moyens de me payer un avocat, Jake. » Je lui ai dit que j'étais désolé, et je le pensais vraiment. J'étais sincèrement navré qu'on en soit arrivé là. Mais je savais aussi que si j'intervenais pour réparer les conséquences de ces actes, rien ne changerait jamais. Elle apprendrait qu'il y avait toujours un filet de sécurité, et la prochaine fois qu'elle voudrait quelque chose qui ne lui appartenait pas, elle trouverait juste un moyen plus créatif de s'en emparer. J'ai quand même fait une chose. J'ai appelé l'oncle Pet ce soir-là, et je lui ai demandé d'aider ma mère à trouver un avocat dont les honoraires s'adapteraient à ses revenus. Pet a dit qu'il s'en occuperait. Il a ajouté, « Ta mère m'a appelé en pleurant il y a 1 heure. Elle a peur. » J'ai répondu, « Tant mieux. Elle devrait l'être. » Pet a fait une pause, puis a dit, « Tu gères ça de la bonne manière, gamin. Ton père aurait cédé. Tu n'es pas ton père. » Ça m'a frappé plus fort que je ne l'aurais cru. L'action civile de la compagnie d'assurance a avancé lentement, comme le font toujours ces procédures. L'avocat de ma mère a réussi à négocier la somme de manière significative. Au final, elle a dû rembourser les primes que la compagnie avait couvertes pendant la période où elle était frauduleusement inscrite, plus des pénalités, et les frais de l'enquête. Le total s'élevait à un peu plus de 7 000 €. Pas de quoi ruiner une vie, mais suffisant pour faire mal. Suffisant pour que ce soit bien réel. Elle a payé la somme sur 6 mois. Je le sais parce que l'oncle Pet me l'a dit. Je ne l'avais pas demandé. Courtney et moi ne nous sommes pas parlé pendant presque 2 mois après la réunion. Quand elle a finalement appelé, c'était tard un dimanche soir. J'étais au chalet, en train de lire. Meg dormait déjà. J'ai vu le nom de Courtney sur mon téléphone, et j'ai failli ne pas décrocher. Mais quelque chose m'a dit que cet appel allait être différent. Et il l'était. Elle a dit, « J'ai besoin de te dire quelque chose, et j'ai besoin que tu écoutes, c'est tout. » J'ai répondu, « D'accord. » Elle a dit, «
Todd et moi traversons une très mauvaise passe. Ça allait mal depuis un moment, mais toute cette histoire a fait éclater les choses au grand jour. J'ai découvert, après la réunion, que Todd parlait de ta maison à maman depuis plus d'1 an. C'est lui qui avait suggéré le mémorandum. C'est lui qui avait mis maman en contact avec son cousin. Il lui avait assuré que tout cela était parfaitement légal. Il m'avait dit à moi qu'il y avait un véritable accord, et que tu faisais juste des difficultés. Elle a pris une grande inspiration, et je pouvais entendre sa voix trembler. J'aurais dû te le demander directement. J'aurais dû décrocher le téléphone et te dire, Jake, est-ce que c'est vrai? Mais je ne l'ai pas fait, parce qu'il était plus facile de croire maman et Todd, que d'accepter que je me faisais mentir par mon propre mari. Et je m'en excuse. Je suis resté silencieux un long moment. Le lac était complètement immobile derrière la fenêtre. Pas de vent, pas de vagues, juste un miroir de verre. J'ai dit, j'apprécie que tu me dises ça. Elle a répondu, je ne te demande pas de me pardonner. J'ai dit, je sais. Mais je t'entends. Ce n'était pas une réconciliation. Ce n'était pas un moment de cinéma où la musique s'envole et où les frères et sœurs tombent dans les bras l'un de l'autre. C'étaient deux adultes reconnaissant ce qui s'était passé, sans prétendre que tout allait bien. Cela m'a semblé plus honnête que tout ce que nous avions partagé depuis des années. Voici ce qu'il en est pour Todd, maintenant. Courtney l'a confronté après la réunion chez l'avocate, et à quoi qu'ait pu ressembler cette conversation, ça n'a pas dû être beau à voir. D'après ce que j'ai pu reconstituer, Todd avait été le cerveau de toute l'opération. Il avait convaincu ma mère qu'elle avait un droit moral légitime sur la maison. Il l'avait guidée lors de l'appel à l'assurance. Il s'était arrangé avec son cousin pour rédiger le document. Et tout ça n'avait rien à voir avec Olivia ou l'héritage familial. Todd avait des problèmes financiers depuis 2 ans, et il voyait ma propriété comme un atout futur qu'il pourrait exploiter. Il savait que si ma mère pouvait établir même un droit partiel, cela pourrait un jour être utilisé comme garantie, ou la maison pourrait être vendue sous la pression. C'était sa stratégie à long terme. Courtney a demandé la séparation en avril. Le divorce a été officiellement prononcé à l'automne. Je ne m'en suis pas réjoui. Les divorces sont des choses horribles, surtout quand il y a des enfants au milieu. Mais je n'allais pas faire semblant de croire que Todd ne l'avait pas mérité. Quant à son cousin, l'assistant juridique, il a discrètement démissionné de son cabinet quand l'affaire a commencé à s'ébruiter. Karen a dit qu'il ne ferait probablement face à aucune conséquence officielle, puisque le document n'a jamais été déposé, mais sa réputation en a pris un coup. Et parfois, cela suffit. En ce qui concerne ma mère et moi, nous sommes dans une situation étrange. Honnête, mais étrange. Elle est venue au chalet une fois, environ 4 mois après que tout se soit calmé. Je l'avais invitée, juste elle. Nous nous sommes assis sur la terrasse, et elle est restée silencieuse pendant un long moment, ce qui est inhabituel pour ma mère. Puis elle a dit, je ne sais pas quand j'ai commencé à penser que tout m'était dû. Je n'avais pas de réponse à ça. Je ne pense pas qu'elle en attendait une. Elle m'a dit qu'elle avait commencé à consulter un thérapeute, chose que l'oncle Pet lui suggérait apparemment depuis des années. Je lui ai dit que j'en étais heureux, et je le pensais. Nous ne sommes pas proches. Je ne l'appelle pas chaque semaine. Elle ne vient pas régulièrement au chalet. Mais quand nous nous parlons, c'est différent, c'est plus calme, moins théâtral. Elle apprend, doucement, qu'elle peut avoir avec moi une relation qui n'est pas fondée sur la culpabilité et l'obligation. Qu'elle continue sur cette voie ou non, je ne peux pas le contrôler, mais la porte est ouverte, et je le lui ai dit. Courtney et moi discutons davantage aujourd'hui qu'avant toute cette histoire, ce qui semble paradoxal, je sais. Mais le fait d'avoir exposé et réglé la pire version de notre dynamique familiale a, d'une certaine manière, fait de la place pour quelque chose de plus authentique. Elle élève Olivia et son fils cadet presque seul maintenant, et elle est assez forte pour le faire. Todd a la garde des enfants un week-end sur 2. Courtney m'a dit qu'Olivia avait récemment posé des questions sur la maison du lac. Pas pour savoir si elle en hériterait. Elle a juste demandé si elle pouvait venir nous voir cet été pour se baigner. J'ai répondu, bien sûr. L'oncle Pet monte au chalet presque tous les week-ends maintenant. Il apporte son matériel de pêche, ses blagues affreuses, et un pack de 6 des bières les moins chères en promotion. Il s'assoit sur le ponton pendant des heures, ne pêche absolument rien, et a l'air parfaitement heureux. Il est la famille que j'ai eu la chance de choisir. Même si techniquement je ne l'ai pas choisi, il est simplement apparu dans ma vie et n'en est jamais reparti.
Meg et moi allons bien. Mieux que bien. Elle a emménagé au chalet avec moi en mai, et pour la première fois, l'endroit ressemble vraiment à un foyer, et non plus à un champ de bataille. Elle a accroché des rideaux dans la cuisine, elle a planté des herbes aromatiques près de la porte arrière, et elle a fixé un petit panneau sur la terrasse qui dit « Les Brennan ». Je lui ai dit que mon nom de famille n'était plus Brennan, du moins plus dans un sens qui compte. Elle a répondu « Si, ça l'est. Tu es juste le bon de la famille. » Je suis assis sur cette terrasse en ce moment même, en train de taper tout ceci. Le lac fait ce truc magnifique où le coucher du soleil colore toute la surface en orange. Meg est à l'intérieur, en train de préparer le dîner. Le pick-up de Pete est dans l'allée, parce qu'il a oublié sa glacière ici hier, et avait juré de venir la récupérer aujourd'hui, mais je peux le voir par la fenêtre, déjà assis à la table de la cuisine, en train de casser les oreilles à Meg avec ses histoires. Ce n'est pas la fin que j'aurais écrite pour moi-même. C'est beaucoup plus désordonné que ça. Il y a encore des choses qui font mal quand j'y pense trop longtemps. Ma mère qui manipule mon assurance. Ma sœur qui annonce que ma maison ira à sa fille, comme si j'étais déjà mort. Todd, assis à cette table de Noël avec son sourire suffisant, sachant exactement ce qu'il venait de déclencher. Mais voici ce que je sais aujourd'hui, l'enjeu n'a jamais vraiment été la maison. La maison n'était que l'objet qu'ils pouvaient voir, toucher, et convoiter. Ce qu'ils essayaient vraiment de me prendre, c'était ma capacité à dire non. Et quand j'ai fini par le dire, clairement, calmement, avec des preuves à l'appui, tout s'est effondré. Pas parce que j'étais plus intelligent, plus fort, ou meilleur, mais parce que la vérité est vraiment difficile à contester quand quelqu'un prend la peine de l'écrire noir sur blanc. Si vous vous trouvez dans une situation comme celle-ci, voici mon seul conseil, documentez absolument tout. N'en parlez à personne jusqu'à ce que vous soyez prêt. Et quand vous agissez enfin, faites-le une seule fois, et faites-le bien. Et ne vous excusez jamais de protéger ce qui vous appartient. La maison du lac est à moi. Elle l'a toujours été, et maintenant, tout le monde le sait. Alors, qu'auriez-vous fait à ma place? Avez-vous déjà dû fixer des limites strictes avec votre famille pour vous protéger, vous ou vos biens? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires.